On a envie de votre complicité, vous n'imaginez pas. On a tous compris que physiquement, on a découvert un nouveau nerf, le nerf qui relie la paupière avec l'estomac. L'estomac s'est alourdi, la paupière va aller vers le bas. Mesdames et messieurs, à l'heure de la digestion, on a prévu le menu exceptionnel en digestion. On est ravis, mais il va falloir que vous soyez à nos côtés. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas, ingénieur en digestion. Accessoirement journaliste, mais ça on s'en moque. Je suis très heureux. Je suis un étudiant comme vous cet après-midi pour passer un moment sympa, pour échanger, partager. On a un maître mot, on va se parler sans tabou, sans langue de bois, mais on a envie d'apprendre. Alors, je vais avoir besoin de vous en complicité pour cette animation cet après-midi. Le premier truc, je vais vous demander de mettre vos téléphones sur silencieux. On n'en peut plus hein, des sonneries des années 80. Donc on met tout ça en silencieux. C'est pas très grave ce qui se passe à la maison, au bureau, dans les placards avec des amants maîtresses, tout ça, c'est pas grave. En gros, on est entre nous et on a envie d'être au calme. La deuxième chose, il ne faut jamais laisser la parole à un journaliste, vous imaginez bien. Donc, je vais laisser la main aux étudiants qui ont préparé cette rencontre dans quelques minutes, mais surtout, je donnerai la main aussi pour que vous puissiez poser des questions à nos invités. Ces invités qui font confiance à la Cité de la Réussite pour être sur ce panel cet après-midi en modération. Et on est très heureux de pouvoir commencer avec chacun d'entre eux. Moi, la première des choses, quand on attaque un débat, j'ai juste envie qu'ils se justifient les uns les autres pour bien être sûr qu'ils sont à leur place. Si ce n'était pas le cas, je les renverrai chez eux, bien sûr. Je voudrais comprendre ce que vous faites là, messieurs. C'est quoi la confiance? Pourquoi êtes-vous ici pour parler de ce sujet si important? Maurice Lévy, vous êtes un habitué de la Cité de la Réussite depuis le premier jour. On est ravis de vous avoir, mais pour autant, il faut que vous justifiez votre présence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette confiance, cher Maurice? Moi, je suis là tout simplement parce que il n'y avait plus personne pour parler. Et donc, ils sont venus me chercher en me disant « Sois gentil, fais-le encore une fois ». Et donc, en toute confiance, je suis venu. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance, c'est une chose qui se gagne. C'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est quelque chose qui est extraordinairement fragile et qui est basé sur une idée extrêmement simple, qui est ce que vous faites, ce que vous dites et le lien entre ce que vous faites et ce que vous dites. Et si donc il y a un écart entre les deux, la confiance s'effrite et puis elle disparaît. Mais on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Et je suis content que vous vous taisiez un instant pour laisser la parole aux autres, c'est très bien. Maurice et moi animons des mariages comme ça, vous inquiétez pas, régulièrement. Et on a... Mais aussi des bar mitzvahs. et pour 100 francs et un repas chaud. Olivier Laureau, vous êtes à la tête de la Fondation Servier. On aura l'occasion de vous poser plein de questions pour mieux vous connaître, mais pourquoi est-ce que vous avez accepté, vous, l'invitation? C'est quoi la confiance selon Olivier Laureau? D'abord, c'est un mot qui est très beau. Oui. C'est un mot qui est très beau. Et quand on pense à sa définition, je pense qu'il faut laisser résonner en soi le sens du mot confiance. Et on revient à l'étymologie du mot, con, avec, et fidérer, c'est se fier à. Je me fie à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'abandonne à l'autre en lui confiant une mission, en lui confiant une tâche. Et j'aime beaucoup cette définition étymologique. Je remets quelque chose de précieux à l'autre pour qu'il réalise une tâche. C'est ma confiance. Je me fie en lui. Voilà. Je me fie à sa bienveillance, à sa bonne foi. C'est le citoyen qui parle, mais aussi
le chef d'entreprise, en tout cas le patron d'une entreprise. Alors on y reviendra aussi parce que je pense que un chef d'entreprise, on parle souvent de leadership, ne peut assurer sa mission humaine, financière, sociétale, dans notre domaine innovatif, que s'il lie le leadership à la confiance. C'est-à-dire qu'il veut, en donnant le meilleur de lui-même, de ses talents, que ceux avec qui il travaille donneront le meilleur de ses talents pour bâtir quelque chose qui nous dépasse. Et dans notre domaine, c'est l'innovation. Cela nous dépasse totalement et cela nous projette dans l'avenir. On aura plein de questions à vous poser. Merci d'avoir accepté cette invitation, Olivier. Gérald Bronner, le sociologue que vous êtes, quelle est la définition qu'il peut donner, enrichie d'ailleurs de ses rencontres au quotidien, de son analyse de la société? Qu'est-ce que vous diriez de la confiance? D'abord, merci de votre invitation, Nicolas, et merci à toutes et tous. Je suis professeur de sociologie, vous l'avez dit, à la Sorbonne, donc en fait, je suis un peu chez moi. J'habite juste derrière, en dessous de l'escalier, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. C'était pas loin. Et par ailleurs, je m'intéresse en tant que sociologue beaucoup aux questions de croyance collective, à la notion de croyance. Et il y a une charge de croyance dans la confiance, en fait. La confiance, c'est une forme de croyance positive dans le fait que je peux anticiper donc positivement l'action d'autrui ou faire confiance, donc trouver crédible le discours que quelqu'un va me tenir. Et donc la confiance, pour moi, elle se décline, et je me permets de le faire parce que je pense que les deux thèmes de cette confiance vont disons, sous-tendre nos échanges. En deux notions, ce qu'on pourrait appeler la confiance praxéologique, excusez-moi du terme un peu barbare, c'est juste une confiance pratique en quelque sorte. Lorsque vous êtes venu ici tout à l'heure pour nous écouter, vous avez parié sur le fait que nous serions là. Et nous avons fait le même pari réciproque, sans même y réfléchir. Oui. Nous avions confiance dans ce qui allait se produire. Et l'autre déclinaison, donc ça c'est la confiance praxéologique, c'est la confiance en autrui. Micro, on a un souci de micro, mais ça devrait... ah bon, j'ai l'impression que ça oui, fonctionne. ça devrait s'arranger, on va nous le dire en régie. Après, comme je suis prof de fac, je peux parler très fort aussi. Hein, ça peut... Ne nous menacez pas. Voilà, ça peut être insupportable. Donc, dites-moi, surtout au fond, si vous m'entendez bien. En régie, vous entendez ou pas? Ok, super, merci. Ça a coupé sur scène. Donc, la confiance praxéologique, disais-je, qui en fait misée sur la possibilité d'avoir des interactions avec autrui. Par exemple, qu'autrui ne va pas m'agresser. Bref, qu'il est anticipable dans ses actions. Et la deuxième déclinaison, qui n'est pas du tout opposée à celle-ci, mais qui est tout aussi importante, c'est la confiance épistémique. C'est-à-dire, dans quelle mesure puis-je faire confiance en un énoncé que je ne peux pas vérifier empiriquement par moi-même? Par exemple, dans quelle mesure je dois faire confiance à une communauté scientifique qui me dit qu'il y a un réchauffement climatique? Dans quelle mesure je dois faire confiance à une communauté qui me dit que ce médicament fonctionne, par exemple, ou que je ferais bien de me faire vacciner? Ou dans quelle mesure je dois faire confiance à un journaliste qui me propose une éditorialisation du monde et donc une narration particulière? Ces deux notions fondamentales sont au cœur de la vie sociale. Et d'une certaine façon, malheureusement peut-être, je crois qu'on a raison de les interroger aujourd'hui. Et ce sera un bon moment pour le faire. Et en effet, camarades en régie, c'est le retour scène dont on a besoin, qui avait été coupé. Donc si on peut nous remettre les retours, s'il vous plaît, pour mieux s'entendre ici. Merci de poser le débat les uns et les autres là-dessus. Je voudrais qu'on aille sur les différents moyens, finalement, d'atteindre cette confiance. Ou vous l'avez dit, elle ne se décrète pas. Cette confiance, c'est comment est-ce qu'on l'atteint au quotidien, les moyens que l'on utilise quand on est une entreprise, quand on est une marque, quand on est un faiseur de réputation, d'image en tant que communicant. Comment est-ce qu'on arrive à créer le climat nécessaire pour atteindre cette confiance? Maurice Lévy, c'est votre vie quotidienne, celle de vos équipes finalement. Vous travaillez sur la confiance dans les marques, dans les produits, dans les réputations. On travaille effectivement énormément dans les notions de réputation, de lien, de confiance. Et il est clair que quand on fabrique une image, on sait à quel point l'image peut être un actif important et elle peut produire des résultats considérables. Il suffit de voir ce que c'est que l'image, par exemple, de Coca-Cola. La valeur de la marque est plus importante que l'ensemble des actifs du bilan. C'est donc quelque chose qui est absolument considérable. Mais à côté de cela, il suffit de très peu de choses pour que la confiance soit entamée et que la marque soit fragilisée. Alors,
comment est-ce qu'on agit? C'est extrêmement simple. On élabore une stratégie pour la marque en essayant d'être sincère dans la démarche et en essayant de capter les ingrédients quasi biologiques de la marque de façon à ce que tout ce que l'on va construire soit bâti sur du réel, sur du concret et sur de l'authentique. Et l'authenticité est un élément absolument clé. Et à partir de là, se dégage le contrat entre la marque et les consommateurs. Et ce contrat doit être respecté. Alors quand on réussit à fabriquer une marque de manière suffisamment forte, il y a, tout comme dans la vie, il y a ces suppléments d'âme. Alors il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le don et la dette. La dette, c'est tout ce que la marque doit pour pouvoir être respectée, reconnue et avoir ce lien de confiance avec le consommateur. Le don, c'est tout ce qu'elle donne en plus, c'est la gratification psychologique, le statut. Une marque de vêtements, par exemple, vous prenez n'importe quelle marque de vêtements, elle vous donne un certain nombre de satisfactions sur la solidité, la viabilité, etc. Et puis, si cette marque s'appelle Hermès ou elle s'appelle Levi's, elle vous donne autre chose. Et elle vous donne ce supplément qu'elle est seule à pouvoir vous apporter. Et donc, quand on bâtit bien là-dessus, on passe d'une marque normale à ce que nous appelons dans notre jargon une love mark, c'est-à-dire qu'elle vous donne même la permission de faire des erreurs. Quand vous avez ce lien quasiment de, je ne veux pas dire d'amour, parce qu'il ne faut pas exagérer le propos, mais où on a une telle confiance et les choses se passent tellement bien que si la marque trébuche, on lui pardonne, à la condition qu'elle ne répète pas cela de manière continue. Oui. Donc, c'est un ensemble de données et surtout, il ne faut pas dévier de la réalité. Et alors, vous avez de ce que vous avez proposé et vous avez la même chose, mais ça c'est pour notre débat, avec les hommes et les femmes politiques. C'est-à-dire, ils ont construit un discours, une personnalité, et dès qu'ils s'écartent à ce moment-là, ils entament le capital confiance, ils peuvent trébucher une fois, ils peuvent ensuite chuter et ne pas se relever. Oui, et le sujet en effet est vaste. Merci Maurice Lévy pour ce regard. Olivier, je vous ai vu réagir. Maurice Lévy nous décrit là plusieurs niveaux de confiance, plusieurs finalement expériences de confiance. Racontez-nous vous justement ces niveaux, ces expériences de confiance. Alors, il y a l'approche que Gérald nous a proposée tout à l'heure qui est très sociologique. Je vais essayer d'avoir une approche qui est très pragmatique. La première, je dirais, c'est la confiance qui est raisonnée. Oui. Je vous ai vu réaliser une tâche, voilà, et je vous confie le soin de reproduire cette tâche. Oui. Vous allez être dynamisé pour le faire. Voilà. Quelle est la confiance que je vous accorde? Je dirais qu'elle est très raisonnée. D'accord. Deuxième expérience, je vous ai vu réaliser une tâche et je vous confie une tâche que vous n'avez jamais réalisée, une autre. Et là, je suis dans une confiance raisonnable parce que ça va nécessiter en vous la recherche d'une expertise, d'une efficience, et vous allez être dans une dynamique pour délivrer cette tâche bien supérieure. Et puis, il y a un troisième niveau que j'aime beaucoup, qui est difficile à mettre en œuvre, notamment en entreprise, qui est ce que j'appelle la confiance ouverte. Nous décidons ensemble de réaliser une tâche, construire une entreprise, réaliser un projet qui nous dépasse et pour lequel nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Et ensemble, en nous offrant notre confiance, notre vulnérabilité, peut-être l'échec Oui. et le succès, on va construire quelque chose. Et là, on est en confiance offerte pour quelque chose qui nous dépasse et je crois que c'est extrêmement fort. Pour répondre et poursuivre ce que disait Maurice tout à l'heure, en tant que responsable d'entreprise, comment je vois la confiance? Oui.
il y a toujours trois choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est donner du sens. Quand on demande à ses collaborateurs de s'engager sur un projet difficile par nature, parce que nous sommes dans un monde très compétitif, très rapide, où il faut être agile, où l'innovation est rare, c'est donner le sens. Et le sens, dans notre domaine, qui est l'industrie pharmaceutique, c'est l'innovation. C'est en fait quoi? C'est de découvrir une solution qui apportera quelquefois le soin et quelquefois qui permettra de maintenir la vie. Ça, c'est la première chose. Et quand on embarque des collaborateurs en leur rappelant cette véritable mission, on donne le sens de tout, quelle que soit l'activité qu'ils ont à l'entreprise. La deuxième chose, c'est de tout faire en sorte pour que les collaborateurs puissent exprimer au mieux leurs talents, qu'ils soient techniques, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient humains, mais de les mettre de disposition, voilà, d'être ouverts à exprimer ces talents. Ce n'est pas évident du tout. Et la troisième chose, en tant que leader, je crois, c'est soi-même de s'engager à faire en sorte qu'en permanence, le meilleur de nous-mêmes est au service du meilleur de l'autre pour que cela revienne. C'est facile à dire, ça nécessite beaucoup de vulnérabilité, ça nécessite beaucoup d'humilité. Moi, j'ai témoigné récemment devant les 300 managers du groupe, tout simplement, de ma vulnérabilité lors d'une décision qu'il a fallu prendre au COMEX. Voilà. Et je pense que c'était nécessaire. Et acceptant cette vulnérabilité, on se met en confiance entre nous. Merci d'en parler aussi avec autant d'humilité devant nous. Gérald, ce que l'on entend là, à l'aune des entreprises, des marques, est-ce que finalement ça reflète aussi ce que vous observez de la société et de sa relation avec la confiance ? Alors d'abord, il faut rappeler, du point de vue très macro-social, que finalement, en tout cas dans les enquêtes qu'on peut faire sur ce sujet, c'est le Cevipof qui fait vague après vague une étude maintenant longitudinale depuis 2009, si ma mémoire est bonne, sur ces questions. Et malheureusement, la confiance est plutôt une denrée rare par rapport à la méfiance. C'est-à-dire que la méfiance domine toujours à peu près à 60%. Par rapport à 30%, mais ça c'est une donnée générale. Oui. Voilà, ça ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que d'un point de vue déclaratif, nos concitoyens, et c'est un peu près pareil en Europe, c'est un peu différent en Allemagne, mais l'Allemagne est en train de nous rattraper. Là, il se passe des choses en Allemagne, très rapidement, semble-t-il, dans ce domaine. Mais c'est un autre sujet. Alors quand on regarde avec non plus le macroscope, mais peut-être un peu plus le microscope, on s'aperçoit, et ça implique aussi la question des marques et des grandes institutions, y compris publiques, d'ailleurs pas forcément privées, c'est que la confiance se restaure à mesure qu'on s'approche de son objet. C'est-à-dire, en qui on a confiance? On a confiance, ça va vous paraître un peu trivial, dans les membres de sa famille. Voilà. Premièrement. Et dans le personnel politique qui subit une grande... Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui. Qui subit une assez grande défiance. C'est probablement d'ailleurs de toutes les professions, avec les banquiers et quelques autres, ceux qui essuient le plus de méfiance déclarative. Mais cette méfiance, on peut remonter un peu sa pente à mesure qu'on parle de responsables politiques locaux. C'est-à-dire les maires... Voilà. Les maires plus que les conseillers départementaux plus que les conseillers régionaux, les conseillers régionaux plus que les ministres, etc. etc. D'où la question de la proximité, de je me rapproche. Ouais. Donc ce que j'infère de ces résultats, c'est que la notion de proximité, en effet, est de nature à renouer les liens de confiance. Cette proximité, elle peut être réelle, bien sûr, mais elle peut être aussi fictive. Et c'est ce que nous, les sociologues, en fait, c'est les psychiatres qui ont inventé ça dans les années 50, mais enfin, nous avons beaucoup repris ce terme. Nous parlons de relations parasociales, c'est-à-dire l'impression d'être dans une relation de confiance. Alors, on peut être dupé aussi, parce que c'est typiquement le genre de relation que l'on a, par exemple, sur les réseaux sociaux. Oui. On est en lien avec tel chanteur, tel... patron d'industrie, etc. Et on a l'impression d'une forme de proximité, ou avec un compte qu'on ne connaît pas, et on découvre au bout de 3 ans qu'en fait, ce compte, c'est une intelligence artificielle. Non, ça ne fait pas du bien à la confiance, évidemment, mais on va être de plus en plus confronté à cette question. C'est pas le sujet de cette table, mais précisément, la bonne nouvelle, tout de même, dans tout ça, c'est que nous sommes équipés très tôt, probablement d'un point de vue évolutionnaire, c'est ce que montre la psychologie du développement, pour ajuster notre confiance d'une façon rationnelle. Les petits-enfants, par exemple, font confiance a priori, mais si vous leur mentez plusieurs fois,
ils commencent à se méfier. Donc ils ont un système de représentation. Et ça nous amène à la question pour les marques et pour les institutions. Et c'est peut-être ça qui a changé, mais je n'ai pas la réponse. C'est une question que je vous pose. Combien de fois faut-il trahir pour briser une confiance? Voilà. Alors très peu, pour vous dire la vérité. Là, vous avez mis le bazar dans tous les couples dans la salle. Je vous laisse interpréter mes propos, hein, bien entendu. Je parle d'un point de vue scientifique seulement. C'est foutu. Mais en fait, tout ça est très, cher Olivier Laureau, très pragmatique, hein, ce que je dis en réalité. Hein. C'est pas seulement conceptuel. Et en effet, on sait que le cerveau humain a tendance à inférer une loi générale au bout de 2 occurrences d'un phénomène. Ah oui. Alors, il faudrait le mesurer expérimentalement, mais il est tout à fait problématique, sans doute, y compris donc pour les marques et notamment les institutions. On le voit sur les réseaux sociaux, les grandes institutions ne pèsent presque rien d'un point de vue numérique. Ce sont les individus, probablement pour les raisons que je vous ai dites. Et en plus, les institutions, quelles qu'elles soient, elles ont un problème à être considérées, vous l'avez fort justement dit, comme sincères. Vous voyez, la sincérité, c'est quelque chose qui est au bord de toutes les lèvres. Et ces institutions, elles sont vues comme porteuses d'intérêt, ce qu'elles sont. Mais rien ne défait plus la notion de confiance que l'impression que notre interlocuteur a des intérêts particuliers. Oui. Donc généralement, mieux vaut diffracter la communication par les agents, par exemple, d'une institution. Mieux vaut, par exemple, qu'un professeur des écoles vous raconte son histoire, peut-être plutôt que le ministère de l'Éducation nationale dise quelque chose. Ouais. Et ça nous amène à la question suivante. Quand on parle de confiance, on parle aussi de défiance, de méfiance ou de confiance rompue. Comment est-ce qu'on fait pour restaurer, retrouver la confiance? Olivier Laureau, plus généralement, alors, vous avez une interprétation intéressante, c'est que je vous parlais d'industrie pharmaceutique, vous dites non, nous on n'est pas un industriel pharmaceutique, on est des chercheurs, et découle de là une industrie pharmaceutique, vous êtes des chercheurs. Quand la confiance se brise, notamment dans votre secteur, mais dans plein d'autres secteurs, il y a eu le cas évidemment d'une affaire face à laquelle vous avez dû faire face il y a pas mal d'années, chez Servier. Racontez-nous, en fait, comment est-ce qu'à un moment ou un autre, on est face à un déficit de confiance, à une défiance, et comment est-ce qu'on arrive à restaurer? Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Gérald, c'est pas 2 fois, c'est une seule fois. Oui. Quand on parle... Non, je suis très sérieux, parce que quand on parle de produits de santé... Pour le coup, oui. C'est la santé des citoyens, c'est la santé des hommes et des femmes qui est en jeu. Donc c'est une seule fois. Comment restaurer la confiance? La première chose, il y a une démarche de reconnaissance. Reconnaître, voilà, que l'on a fait une erreur d'appréciation. Le dire, rencontrer les patients est une première chose. Le reconnaître, le dire très clairement. Dire que nous avons fait une erreur. Ça, c'est la première démarche. Présenter ses excuses, même si c'est inaudible. C'est difficile. La deuxième chose, c'est tout de suite s'engager dans une démarche de réparation et de la tenir dans le temps. Et je peux vous dire que depuis 10 ans, je tiens cette démarche de réparation au quotidien. Bien sûr, oui. Puis il y a toujours à avoir des choses compliquées, évidemment, puisque c'est de l'ordre du droit et c'est jamais facile. Il y a une démarche de transformation, c'est de se dire qu'est-ce qui a péché dans l'organisation? Est-ce qu'il y avait suffisamment de contre-pouvoirs? Est-ce que la place du patient était suffisamment prise en compte? Est-ce que la pharmacovigilance, excusez-moi des mots techniques, était suffisamment développée? Est-ce que le réglementaire était suffisamment développé? Est-ce que la compliance était suffisamment développée? Et de se dire très vite, je mets en place des systèmes pour répondre à tous les points que je viens de vous citer. Ça a été fait. Après ça, il y a une autre démarche qui vise à ce que j'appelle une démarche d'inclusion et qui doit être sincère. Pour reprendre votre mot, Gérald, que j'aime beaucoup, c'est une démarche d'inclusion des patients. Ce n'est pas de leur dire « vous avez signé un consentement éclairé pour telle étude clinique ». C'est de les faire intervenir en amont, c'est-à-dire dans la recherche, auprès des scientifiques, auprès des médecins lors du développement. Lorsque un médicament est sur le marché, c'est de les faire intervenir, c'est-à-dire leur demander comment vivent-ils, de quoi ont-ils besoin, quel est leur environnement. Ça, nous le faisons. Un chiffre, nous avons 250 partenariats avec des associations de patients. Wow. Et je ne vais pas ici
dans ce lieu, mais juste vous dire, parce que c'est une fierté quand même, nous avons été classés en oncologie le 3e laboratoire au monde par la Patient View Award l'année dernière. Sur la relation Alors souvent que avec nous les patients. n'intervenons pas. Oui, ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire que toute cette démarche de transformation a été faite. Et puis, ce qui est aussi très beau, c'est de se vouer à l'innovation. Quelles seront les pathologies de demain? Quelles seront les pandémies de demain? Comment va-t-on gérer le vieillissement de la population? Comment va-t-on gérer les conséquences des déplacements des populations? Quel va être l'impact animal sur l'humain? C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui pour répondre aux besoins de demain. C'est prendre des risques énormes, c'est investir de manière très significative. Juste quelques chiffres. Pour qu'il y ait un médicament sur le marché, il en faut à peu près 50 000 en amont étudiés. Il faut 2 milliards pour qu'un médicament arrive sur le marché, avec l'attrition. Cette prise de risque, il faut la faire dans un climat de confiance. Et la seule façon de faire, c'est d'associer encore plus le patient à toute cette démarche de recherche, de développement et d'accès au marché. Et c'est très vertueux. Merci d'en parler comme ça. Maurice Lévy, on parle là de Servier, on parle du monde pharmaceutique, mais beaucoup plus généralement, vous avez été confronté toute votre vie professionnelle, certainement à des enjeux de restauration de la confiance. Comment est-ce qu'on l'aborde de manière singulière à chaque fois, de manière évidemment très individualisée? Racontez-nous ce qui vous a marqué dans votre parcours. J'ai eu à faire face à énormément de dossiers compliqués, délicats. Probablement que le plus difficile, peut-être parce que c'était un cas assez considérable à l'échelle mondiale, c'était la crise de Perrier. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, en quelques mots, le processus de fabrication de Perrier, qui est une eau minérale naturelle gazeuse, consiste à séparer le gaz de l'eau pour réinjecter le gaz ensuite. Dans ce processus, il y a eu un problème et il y a eu quelques traces de benzène. Oui. Et ces traces ont été plutôt marquées dans quelques lots et de ce fait, le taux de benzène était monté à un niveau extrêmement élevé et ça a été découvert aux États-Unis. Il y a une trentaine d'années. Oui. 34. D'accord. 34 très exactement. J'étais pas né, désolé. Non, mais vous n'étiez pas né. Vous étiez, non, vous étiez en culotte courte. C'est ça, exactement. J'ai là encore la photo. Et à cette époque, ça a été les gros titres et tout le monde s'est posé la question de ce qu'il fallait faire. Et nous avons travaillé, et j'ai travaillé avec un patron mythique qui était Gustave Leven et qui était à l'époque non seulement le patron absolument iconique de la marque, mais également il a été le principal actionnaire. Et nous avons eu une recommandation en me basant sur ce qui s'était passé à une époque avec Ralph Nader et General Motors, et un peu plus tard avec le Tylenol. Je lui ai dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rapatrier tous les lots sans exception, parce qu'on ne sait pas lequel est bon, lequel est mauvais. Et il me dit, mais comme vous y allez, vous vous rendez pas compte, c'est à l'époque c'était des francs, c'est des milliards de francs, vous foutez la boîte en l'air. Et il a pris le week-end et il a décidé de le faire. Et effectivement, nous avons fait le rappel absolument complet et nous avons filmé le rappel, filmé la destruction des bouteilles, filmé un peu tout ça, fait des reportages et on a fait la chose essentielle qui était la transparence et de bien montrer qu'effectivement il y a eu une erreur dans le processus, ça a été reconnu, vous avez raison, c'est la première étape, c'est mea culpa, mea maxima culpa, je suis coupable d'avoir fait une erreur et donc de le reconnaître. Et puis ensuite de montrer que cette erreur n'était pas voulue, elle n'était pas construite pour l'appât du gain, mais c'était véritablement
une erreur technique qui était hors du contrôle du management. Et ensuite, ça a été la reconstruction. Cette reconstruction a été très difficile, très pénible, elle a pris énormément d'années. Encore maintenant, il y a des gens qui se rappellent de cela et qui ont encore un doute. Et chaque fois qu'il y a un petit problème sur une eau minérale, on rappelle l'incident Perrier. C'est une leçon énorme parce que ce qui se passe, imaginez une côte à monter. La côte est très difficile à monter. Ça, c'est le gain de la confiance. Et vous pédalez, et vous ramez, et c'est lourd, et c'est difficile, et vous atteignez ce moment où la confiance est établie. Et dès qu'il y a une fragilité et que les choses se passent mal, alors là, la vitesse est extraordinaire, vous dévalez la pente. Oui. Et c'est une glissade infernale parce que vous échouez beaucoup plus bas que votre point de départ. Et de remonter, c'est pire que Sisyphe, remonter la pente est une tâche considérable. Et c'est pour ça que tous les ingrédients de l'authenticité, des qualités humaines ou des qualités professionnelles qui sont inhérentes à cette conquête de confiance doivent être réelles, authentiques, et s'exprimer dans ce qu'on appelle la politique d'acte. Oui. Ce n'est pas une politique de la parole, c'est une politique de l'action. Et il est extraordinairement important d'avoir une politique qui met, c'est ce que je disais tout à l'heure de manière assez rapide, les actes en accord avec la parole. Quand vous prononcez quelque chose, quand vous dites quelque chose, il faut impérativement que ce que vous faites soit en harmonie. C'est d'ailleurs la fameuse phrase populaire je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, oui. et pas l'inverse. Et merci Maurice Lévy, parce que l'exemple est ultra concret. Ça se confronte, Gérald Bronner, à ce que vous décrivez magnifiquement dans ce livre Apocalypse cognitive, en fait, au déferlement terrible de l'information, dont vous dites que finalement elles viennent de toutes parts, toutes les informations, les désinformations également. On parlait de confiance, vous parliez de méfiance, mais ça nourrit aussi la défiance. Et vous nous dites très justement dans ce livre que ça participe d'une dérégulation du marché cognitif. Aujourd'hui, on est perdu. Comment faire confiance en qui? Est-ce que je fais confiance à Laurent ou Lévy qui viennent de me convaincre de certaines choses, ou à mon cousin qui a... Oui. Ah oui, quand il s'agit d'Olivier ou de moi, on fait confiance. Mais évidemment, non, sauf mais enfin, que Maurice... Comment osez-vous poser la question? C'est quand même pas possible. Parce que figurez-vous que j'ai mon cousin qui a Bac-28 en médecine et qui, lui, sait comment sauver le monde avec des cataplasmes d'ortie et des suppositoires au piment d'Espelette et qui pense que, évidemment, lui, il saura guérir le monde. Qu'est-ce que je fais face à cette dérégulation, Gérald? Oui, mais c'est un problème central. D'ailleurs, les deux exemples qui ont été donnés étaient magnifique et édifiant. Je crois effectivement, même si on n'a pas trouvé de moyen, je crois, de le mesurer, que la confiance s'effondre beaucoup plus vite qu'elle ne met de temps à se construire. Et dans le temps que nous vivons, c'est-à-dire celui que vous avez dit, de la dérégulation massive du marché de l'information, ça veut simplement dire qu'auparavant, ce marché public de l'information, il était quand même beaucoup régulé par des gens qui étaient considérés comme les journalistes, les universitaires, les patrons d'entreprise, comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public. C'était pas très démocratique, entre parenthèses. Et donc maintenant, tout le monde peut prendre la parole en quelque sorte dans l'espace public. Et il y a des aspects très positifs à ça, mais ça crée aussi une grande cacophonie. Et la question qu'on doit se poser, c'est face à cette dérégulation du marché de l'information, qu'on pourrait presque aussi appeler une libéralisation totale du marché de l'information, quels sont les produits intellectuels, cognitifs qui vont l'emporter? Voilà. Et c'est peut-être là que nous devons avoir de l'inquiétude, en tout cas que moi je suis très inquiet, c'est que par le passé, par exemple un des grands fondateurs de la démocratie américaine, Jefferson, avait dit... lorsque, grosso modo, le marché des idées sera totalement libéral, que nos concitoyens auront un niveau d'éducation convenable et que l'information sera disponible, eh bien, la vérité pourra se défendre toute seule. Voilà. Sauf que non, en fait.
il y a des asymétries concurrentielles sur ce marché qui sont parfois favorables à la vérité. Et ce que vous essayez de faire en étant le plus sincère possible, en montrant que vous êtes prêt à faire les sacrifices économiques qu'il faut pour rétablir la confiance, ça donne un petit avantage concurrentiel à votre proposition narrative. Mais cette proposition narrative, elle est aussi concurrencée par des individus qui vont faire scintiller vos intérêts, vos éventuels mensonges, je ne parle pas pour vous en particulier, etc., mais, ou en tout cas, même quand il n'y en a pas, qui vont essayer d'aller en chercher et trouver des narrations. Ils ont le droit de le faire, ils ont raison de le faire, parce qu'après tout, on peut être trompé, bien sûr, publiquement. Mais voilà, le problème concernant la confiance et la méfiance, c'est qu'il y a une asymétrie dans notre cerveau entre les informations positives et négatives. Nous avons beaucoup plus d'inclinaison pour retenir, pour aller chercher la négativité. Je vous donne un seul exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Un jour, un média en ligne avait dit, c'est des journalistes qui tenaient ce média, il y en a marre des mauvaises informations, les gens nous disent on veut des bonnes informations, nous on va leur donner un jour, on donne une date où il n'y aura que des bonnes informations. Et on va voir ce qu'on va voir. 70% de lecteurs en moins ce jour-là. Vous parlez d'informations positives. C'était des informations positives. Donc en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas. Et évidemment, c'est pas vendeur. Tout cela, je pourrais en parler longtemps, mais comme mes autres interlocuteurs sont passionnants, je vais pas squatter la parole. Et disons que pour le dire d'une formule, nous sommes quand même dans une situation inédite. La question de la confiance et de la méfiance, elle a toujours été fondamentale, parce que je l'ai dit, elle est au cœur de la possibilité même de l'ordre social. Oui. Mais quand on est dans une société de la connaissance, c'est-à-dire quand il y a un progrès de la connaissance, et là je vais me référer tout simplement au plus grand d'entre nous, Alexis de Tocqueville, pointait bien le fait, en son temps déjà, qu'il était impossible de connaître le tout de la connaissance humaine. Oh, c'était peut-être possible jadis, on pouvait être physicien, mathématicien, philosophe, etc. Et donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la connaissance humaine, elle progresse avec la recherche, etc. Mais ça veut dire que la portion de ce que je maîtrise par rapport à ce que l'on sait en général, elle va en décroissant à mesure que la connaissance humaine progresse. Et alors, vous allez me dire, oui, pourquoi je dis tout ça ? Parce que oui, pourquoi vous dites tout ça ? Ça implique, mais je pense que beaucoup m'ont déjà vu venir à ce moment de mon développement, ça implique que les sociétés de la connaissance doivent aussi être des sociétés de la confiance. Et c'est ce qu'on appelle la croyance par délégation. Je dois faire confiance à des communautés qui sélectionnent les idées, et j'ai pas besoin de tout vérifier, de refaire les expérimentations. Je peux le faire si c'est possible, parce que c'est transparent, sur des publications, on peut le refaire, mais on le fait pas évidemment. Même en sociologie, je vais pas vérifier toutes les données produites par mes collègues. Je leur fais confiance, parce que la plupart du temps, l'urne de la science, elle a été sélectionnée de façon relativement efficace. Mais, je terminerai là-dessus, vous le disiez, pourquoi faire confiance à Maurice Lévy ou à Olivier Leroux, alors que moi, mon cousin, il a un bac moins 28, c'est ça, en médecine. Alors, le problème qui nous frappe tous, je me mets dans le ballot, c'est que cette disponibilité de l'information, elle nous donne l'impression de savoir. C'est-à-dire que je peux, en quelques clics, comme ça, lire un ou deux articles sur la Covid-19, et je vais être frappé de ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est l'impression de savoir. C'est-à-dire on n'a pas encore assez de compétences pour se rendre compte de son incompétence. Et de fait, ça va m'inciter, parce que je me crois très compétent, à parler plus fort que les autres. Alors que celui qui est compétent a plus conscience de son incompétence et de l'incertitude du sujet, il va parler moins. Ça crée une incertitude. C'est ça. Et un des problèmes majeurs qu'on rencontre aujourd'hui, c'est peut-être l'élément le plus identifié dans ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, et vraiment je m'arrête là, c'est la présence aujourd'hui de ceux qu'on appelle les super spreaders ou les super users, c'est-à-dire des individus qui parlent plus que tout le monde, parce qu'on ne parle pas, c'est une belle démocratie, mais c'est une démocratie où certains votent 1000 fois et d'autres ne votent jamais sur Internet. Et 1% des comptes sur les réseaux sociaux, ça c'est assez bien mesuré, produit à peu près 33% de l'information disponible. Donc cette asymétrie, elle explique à mon avis beaucoup de choses de ce qui est en train de nous arriver. Merci de raconter ça. J'ai vu une réaction d'Olivier Leroux rapide et ensuite je prends les questions des étudiants. Olivier. Confiance, soupçon ou manque de confiance. Moi, je voudrais mettre en avant quelque chose dans le domaine de la santé qui est très marquant. La priorité des citoyens en Europe, en France et dans tous les pays développés, c'est leur santé. C'est la première des priorités qui ressort de tous les sondages. Quand vous les questionnez sur la confiance qu'ils ont dans les industries de santé, c'est le pourcentage le plus faible. Comment peut-on réussir
à rétablir une confiance quand il y a une telle antinomie dans les résultats que je viens de vous citer. Et ça, c'est le challenge de nos industries, et je pourrais vous le développer. Non. Mais parce que je pense que c'est un challenge qui, s'il n'est pas résolu, ne permettra plus d'innover. Vous avez parlé tout à l'heure de science. Quand vous êtes avec les chercheurs, leur principale caractéristique, c'est l'humilité. Parce que plus ils vont dans l'infiniment petit, dans l'infiniment complexe, plus ils se disent qu'il y a des champs de variables nombreux. Et à une époque où nous allons aller dans le domaine de la santé, les hommes de science ou les médecins, dans l'infiniment petit des maladies, où on va soigner des maladies extrêmement rares sur des petites portions de population, il va falloir accepter une part, d'incertitude, donc accepter la confiance. Ce qui marque le plus notre industrie, c'est la prise de risque en amont. C'est bien la prise de risque. Vous connaissez, vous, un établissement public qui serait prêt à prendre les risques de notre industrie? Vous connaissez un État qui prendrait le risque de notre industrie? Investir 2 milliards avec l'incertitude de ne rien trouver? Il y a peu d'entreprises qui le font dans le domaine public. C'est uniquement des entreprises privées qui prennent ces risques extrêmement significatifs, avec en plus une nécessité d'agilité, de rapidité mondiale. Pour revenir à la défiance... Et je vous laisse terminer là-dessus. À la défiance et au soupçon, je pense qu'on ne pourra trouver la solution, non pas en parlant de eux et de nous. Ça passera par la santé est d'abord un bien commun. Et c'est ensemble, alors transparence, comme le disait Maurice, faire venir les patients dans les labos pour qu'ils comprennent, faire venir les citoyens dans les labos pour qu'ils comprennent. Transparence des résultats, elle existe, tout est disponible. Tout est disponible aujourd'hui. C'est de la science, c'est difficile à comprendre. Mais je pense que la transparence basée sur une conception du bien commun, et moi je le dis d'autant plus que notre groupe est une fondation, ce n'est pas un groupe coté. Exactement. Donc, mais la santé est un bien commun. Et la pédagogie est nécessaire. Merci de le dire comme ça. Les étudiants, je vous invite à vous présenter. Vous avez préparé en comité de rédaction cette rencontre et je voulais vous remercier pour ça. Vous avez la parole. On va vous apporter le micro qui est pas loin, qui est ici. Qui prend la parole en premier? Je vous laisse vous présenter, mademoiselle, et peut-être vous lever, on vous filme. Bonjour, du coup je m'appelle Carla Mamouche, je suis étudiante à Dauphine, et j'ai une question notamment liée à ce que vous disiez précédemment, notamment vous disiez que la confiance ne se prend pas, elle se gagne. Est-ce qu'on n'est pas face à un changement de paradigme où finalement de nos jours on se retrouve à une confiance qui se prend grâce à l'essor des réseaux sociaux, grâce au fait que tout le monde a la parole et que tout le monde peut de nos jours s'exprimer comme il le souhaite? Est-ce qu'on n'est pas face à ce changement de paradigme? Et Carla s'adresse à Maurice Lévy. Avant de répondre, je voudrais juste dire à Olivier, que j'aime beaucoup, et j'ai une relation amicale avec lui, qu'en ce qui concerne l'argent de l'État, qu'il ne se fasse pas de soucis. Non seulement il ne l'investit pas, il le gaspille, il le jette, il s'endette, et que de ce côté, son exemple n'est pas le meilleur. Mais pardon, parce que quand on voit l'endettement de la France et qu'on voit l'endettement d'un certain nombre de pays, sur ce point-là, malheureusement... Maurice, excuse-moi de te couper. Tu sais très bien que le médicament ne représente que 9% des dépenses de Sécu. On est bien d'accord, mais quand on voit un peu l'endettement, on se dit, là, on peut leur faire confiance pour gâcher notre argent. Pardon. Mais je reviens là-dessus. Alors, maintenant, en ce qui concerne les réseaux sociaux, alors, je vais faire un tout petit détour et je reprends un peu sur ce qu'a dit Gérald. Il fut un temps où la confiance dans l'information était extrêmement grande et on disait, vous n'étiez pas né, c'est écrit dans le journal. Dès lors que c'est écrit dans le journal, c'est sûr, ça ne pouvait qu'être vrai. Je l'ai vu, c'est écrit dans le journal. Ensuite, ça s'est passé... Il y a eu une forme de commutation vers la télé. C'est vu à la télé. Dès lors que c'est vu à la télé, c'est réel, il ne peut pas y avoir de trucage, ce n'est pas faux. Ensuite, on est passé dans le monde virtuel. Et dans le monde virtuel, le fake existe
Et donc, on crée, à travers des réseaux sociaux, des amis. Alors, ça a été une grande trouvaille d'appeler ça amis. On ne les connaît pas, etc. Ce sont des amis. Il y a certains, M. Elon Musk, il a 350 millions d'amis. Donc, c'est bien. De moins en moins. De plus en plus. Ah oui, d'accord. De plus en plus. Et en ce moment, ils font la queue, les amis. Hein. Ça, je peux vous le dire. Ils font la queue devant Mar-a-Lago, où il a pris, d'ailleurs, ses quartiers. Il s'y est installé. Donc, on se fie à ce qui est dit, tout simplement parce que, au fil du temps, la compétition entre les organes de presse, la radio, la télévision, les différents journaux, puis avec les réseaux sociaux, fait que ont été amenés à les journalistes, pas le siffleur de la journée, ont été amenés à un peu jouer avec la vérité, ou jouer avec les faits, ou subodorer que ça pouvait être vrai, et on diffusait des nouvelles qui n'étaient pas absolument sûres. Et de ce fait, la confiance s'est effritée. On dit finalement, quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui la confiance dans les organes de presse, c'est tombé presque au niveau des politiques. C'est pour dire un peu ce que c'est. Alors que si c'est ma voisine, ou si c'est mon cousin lointain, ou si c'est mon ami que je ne connais pas, j'ai tendance à lui faire confiance. Mais cette confiance, elle est donnée. C'est un acte de foi, c'est un leap of faith. On le fait confiance tout simplement parce qu'il fait partie de ce cercle de proximité, un peu comme s'il était membre de la famille. Et c'est la grande trouvaille de ces réseaux sociaux. On a l'impression que c'est un cercle personnel et un cercle d'amis en qui on peut avoir confiance. C'est cette proximité-là. Merci pour la question et pour la réponse. Autre question de nos étudiants. Jeune homme, je vous laisse, qui vous voulez d'ailleurs, je vais vous prendre le micro, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. Je m'appelle Bastien Anglebert, je suis étudiant à l'école Polytechnique et j'avais une question pour vous, Monsieur Leroux. Alors, Servier, c'est une entreprise qui est un modèle un peu particulier parce qu'elle n'est pas dirigée par des actionnaires, mais c'est plutôt par une fondation. Et donc, les profits sont réinvestis dans l'innovation. Est-ce que vous pensez que ça permet d'avoir une confiance un peu plus grande dans un moment où ce serait important d'avoir une confiance totale dans le monde pharmaceutique? Et pour autant, il y a un certain problème au fait que certaines entreprises recherchent trop le profit dans un milieu où l'impact est trop dramatique quand il y a des problèmes, justement. Merci pour la question. Olivier Leroux, le modèle si particulier. Alors, je suis convaincu qu'être une fondation dans le domaine de la santé, non seulement donne du sens et de la confiance aux collaborateurs, mais est un modèle vertueux et n'empêche pas de trouver des capitaux pour se développer. Comme tout groupe, nous avons besoin d'emprunter sur les marchés mondiaux pour nous développer. Être une fondation nécessite également d'être extrêmement compétitif. Dans le domaine de la santé, si on n'innove pas, on n'a pas une vision à long terme, on a une vision à très court terme. Donc je pense que c'est un système vertueux qui pourrait répondre justement à ce sujet de confiance posé par les actionnaires. C'est un premier niveau, ce n'est pas le seul niveau, puisque vous avez l'entreprise, mais après vous avez les solutions thérapeutiques. J'utilise le mot solution thérapeutique puisque il n'y a pas que le médicament, il y a les outils diagnostiques, bon, il y a le suivi avec des outils d'IA. Je dirais un tout petit peu un mot sur l'intelligence artificielle dans notre domaine tout à l'heure. Je pense que c'est un modèle. Il faut toutefois qu'il soit associé une très grande transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure, une très grande proximité avec les véritables institutions de patients représentatives. Avec les autorités, elle est mandatory, elle est obligatoire, donc le sujet ne se pose pas. Et puis, en étant prudent, comme vous le dites, avec les réseaux. Moi, je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Nous l'utilisons énormément pour aller plus vite, pour prendre des décisions plus rapides, trouver des données qui ne sont pas perceptibles naturellement. Et je vais vous donner un exemple, car elle peut conduire à des résultats hallucinatoires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mot utilisé par les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle et vous devez bien connaître cela. C'est-à-dire qu'en allant chercher sur tellement de bases de données,
que le résultat peut être quelque chose qui n'existe pas. C'est dangereux. Donc il faut se prémunir aussi de l'IA et de la confiance qu'on peut avoir dans la restitution des questions qu'on a posées via l'IA. Et si bien de se le rappeler, merci aussi pour la question et la réponse. Autre question de nos étudiants, notre panel, allez-y, je vous en prie. Le micro est à vous. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Valentine, merci pour ce débat. J'avais une question pour Monsieur Brunner. Vous avez parlé du fait que certains, avec l'accessibilité de l'information en permanence aujourd'hui, certains avaient tendance à prendre trop facilement la confiance et que ça pouvait avoir certains dommages collatéraux. Est-ce que ça veut dire qu'à l'échelle personnelle, aujourd'hui, il faudrait un peu s'interroger sur nos relations de confiance et justement essayer de pencher vers cette incertitude? Cultiver son doute aussi? Oui, non, merci, c'est cette question qui est très profonde. Oui, il a été rappelé tout à l'heure, je l'avais dit un peu en introduction, et Maurice Lévy l'a rappelé, là, il y a quelque chose d'une corrélation entre la confiance et la proximité qu'on a avec les personnes. Bon, évidemment, on peut avoir des amis qui sont mythomanes et on leur fait moins confiance à force, puisqu'il y a des itérations qui peuvent briser la confiance, on l'a dit, mais grosso modo, la proximité a quelque chose d'important. Et là aussi, c'est très étudié en psychologie sociale. On appelle ça les in-group et les out-group. Et on a tendance à avoir confiance dans son in-group et pas tellement confiance dans l'out-group qu'on va stéréotypiser, etc., etc. Alors le in-group, ça peut être les gens qui ont ma religion, les gens qui ont mes convictions politiques, etc., etc. Vous pouvez le décliner à l'infini. Donc si on y réfléchit un peu, le cercle de la confiance se rapproche et finalement, l'interlocuteur dans lequel on a le plus confiance, ça va vous sembler une pirouette, c'est nous-mêmes. Voilà. Mais en même temps, c'est peut-être là la porte. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir assez, en effet, de courage intellectuel pour accepter, par exemple, la part d'incertitude, la charge d'incertitude, la suspension du jugement et se méfier éventuellement de ses propres intuitions. Parce que la première personne qui nous trompe, il y a des interlocuteurs malveillants, mais c'est quand même nous-mêmes. Notre cerveau est formidable, mais dans certaines circonstances, par exemple quand il s'agit d'évaluer le très faible risque, quand il s'agit d'évaluer la balance des coûts et des bénéfices, songez que pour compenser 1 euro de coût, psychologiquement, il faut 2,5 euros de bénéfice. Donc vous voyez, il y a un traitement déloyal de l'information que nous nous faisons à nous-mêmes. Je ne vous dis pas qu'il faut devenir l'ennemi de soi-même. Hein. Il faut au contraire se réconcilier avec la possibilité de penser rationnellement. Et ça s'apprend. La première variable qui prédit la diffusion de fausses informations, au-delà des variables politiques qui comptent bien entendu et d'autres types de variables, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. En d'autres termes, le fait, on a tous un paresseux intellectuel en nous et on se laisse aller avec la rapidité des informations. Plus il y a d'informations disponibles, plus il y a de cacophonie informationnelle, plus il y a de chances que je me laisse aller à des intuitions trompeuses. Toutes mes intuitions ne sont pas trompeuses, mais certaines le sont. Et c'est pourquoi, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça dans l'espace public, et vous voyez que c'est très important pour la question de la confiance. J'essaye de faire entendre le fait qu'il faudrait une révolution pédagogique, à la limite pour les jeunes, mais aussi pour les plus âgés, autour de l'esprit critique et de la pensée méthodique. Ah oui. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai demandé à la Sorbonne, et je le ferai à partir du mois de février, de faire dans l'amphi Richelieu, qui est à côté, ça sera l'occasion de le visiter, messieurs, dames, si vous ne l'avez pas déjà vu. Je vais faire gratuitement, c'est-à-dire en dehors de mon service de cours, et évidemment sans me faire payer, des cours de développement de l'esprit critique, de la pensée méthodique. J'espère que les gens seront nombreux, parce que l'amphithéâtre est important. J'espère que j'aurai toute forme de catégorie d'âge et d'origine, surtout. Et je vais demander à cela, parce que j'ai trouvé une fondation qui va quand même payer un peu, parce il y a des questions de sécurité, d'énergie, il faut chauffer l'amphi, donc ça ne coûtait pas rien. Mais ça va finalement rien coûter du tout à ceux qui viendront. Mais je vais leur demander, je vais leur passer ce contrat, je vais leur dire, d'accord, je fais ce séminaire, mais vous engagez à le reproduire auprès de vos proches, justement, de votre cousin, etc. Faire des réunions Tupperware. Moi, je vous envoie mon document Word, mes PowerPoint. Ça sera filmé, vous pouvez revoir le séminaire, mais vous vous engagez à le faire, et ceux qui le suivront s'engageront à le faire aussi. Voilà. J'en viens à faire ce genre de choses. C'est peut-être une forme de désespoir. Je sais pas. De la nécessité d'éduquer à l'esprit critique, et en plus il y a du business, Tupperware se casse la figure, les réunions doivent être utilisées. Autre question de nos étudiants qui n'a pas pris la parole encore dans le panel, allez-y, madame, monsieur, allez-y.
Et ensuite, ce sera des questions de la salle. Bonjour, je m'appelle Victoire. Ma question s'adresse à Maurice Lévy. Quel rôle peut jouer un groupe comme Publicis dans la restauration de la confiance, justement? Votre micro. Pardon. Ça dépend de quelle confiance il s'agit. Notre boulot, c'est de travailler pour des entreprises, pour des marques, et on essaye de bâtir pour elles des images et des liens avec des gens qui vont au-delà de la simple rationalité. Parce que la confiance raisonnée, moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est un peu comme quelqu'un qui dit « je lui fais à moitié confiance ». Quand on dit « je lui fais à moitié confiance », je ne lui fais pas confiance. Soyons clairs, la confiance c'est 100% ou pas du tout. Ça n'existe pas à moitié confiance. Je t'aime à moitié, ça n'existe pas. Et donc, notre rôle est un rôle qui est dédié aux entreprises et parfois à des institutions. Nous ne travaillons pas sur le sujet le plus important qui occupe le monde d'aujourd'hui, qui est le sujet de la relation sociale entre les gouvernements et les citoyens. C'est une matière que nous ne traitons pas parce que, alors quand je parle à des hommes politiques, je dis nous ne savons pas. On ne sait pas faire ça. Désolé, on ne peut pas travailler pour vous parce qu'on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Et ceci depuis l'origine. Marcel Bleustein-Blanchet, quand il a créé Publicis, il avait décidé qu'il ne travaillerait jamais pour un homme politique. Et j'ai toujours suivi cette ligne de conduite et mon successeur en fait tout autant. On considère que lorsqu'un homme politique réussit à gagner la confiance grâce aux instruments de la communication et aux éléments de langage qu'on aura construits pour lui, il sera déjà faux. Et il aura perdu son authenticité. Et donc, on n'a pas le droit de faire cela et on n'a pas le droit d'interférer entre dans le dialogue qu'ils peuvent avoir avec les citoyens. Donc, de ce fait, cette confiance-là, je ne saurais pas la réparer. Mais la confiance dans les institutions financières, dans les relations entre entreprises et leurs consommateurs, ça, c'est un métier que j'exerce à peu près pas trop mal et pour lequel on se fait payer et qui est une relation commerciale classique. Merci pour cette authenticité. Olivier, ça vous fait réagir? Oui, vous pouvez, bien sûr. On peut applaudir. Ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent. Olivier, ça vous fait réagir? Enfin, c'est l'esprit critique et puis l'authenticité sur lequel je voudrais rebondir dans la façon de gouverner une entreprise. Ce que moi j'attends des membres de mon COMEX, c'est qu'ils sachent remettre en cause une décision qu'un autre aura proposée sur des arguments fondés. Oui. Bien entendu. Certains des membres étant des scientifiques ou des médecins, par nature, déjà, ils ont un doute parce qu'ils savent que la science, bien souvent, est liée au doute. Bien. Donc, par nature, ils vont remettre en cause une question sur un choix d'un projet thérapeutique, un choix de recherche ou autre. Mais j'insiste souvent sur un mot au sein du COMEX, c'est le mot de collégialité. Ce n'est pas le collectif. C'est-à-dire qu'on va donner le meilleur de nos talents pour un bien qui est supérieur à celui des directions, qui est le bien supérieur de l'entreprise, c'est-à-dire celui de la fondation. C'est-à-dire vraiment la mission de la fondation. En cela, on va, je pense, créer de la confiance et on va accepter naturellement la critique parce que, la remise en cause même de ces projets, parce que naturellement, on sert le bien supérieur de la fondation, qui est le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Je pense que quand on donne du sens, quand on travaille pour l'intérêt supérieur d'un groupe et pas pour l'intérêt propre d'un métier ou d'une personne, à ce moment-là,
plus facilement on accepte la critique et la remise en cause, qui est nécessaire dans une entreprise. Oui, il y a quelque chose, moi, qui m'a surpris chez vous. Je vous ai vu dans votre relation avec vos équipes. Vous leur demandez de vous bousculer et de vous remettre en cause. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit une connerie? Est-ce que j'ai fait machin? Mais vous leur donnez votre confiance et vous leur donnez l'autorisation, vous leur demandez de vous remettre en cause. Et ce modèle est aussi intéressant dans le leadership. Merci pour la question, Victoire. Jeune homme, vous avez le micro. Oui, bonjour, donc je m'appelle Charles Carpentier. Moi, j'avais une question sur un peu la confiance aveugle qu'on donne à certaines entreprises, notamment à Google, avec qui on accepte des termes qu'on lit pour la plupart pas du tout, avec ChatGPT, à qui on donne nos données, etc. Enfin, j'en passe avec l'Apple Intelligence de la marque. Comment vous expliquez, Monsieur Brunner, qu'on puisse avoir un peu cette dualité entre une certaine complexité à donner une confiance à une marque et en même temps à certaines marques donner une totale confiance qui devient complètement aveugle. Notamment quand on clique tous les jours sur accepter des conditions qu'on n'a jamais lues. Oui, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas si je serai le plus compétent de nous trois pour y répondre, mais la réponse était déjà un peu contenue dans la question. C'est un rapport de coût et bénéfice. C'est-à-dire que ces entreprises nous offrent un service qui est devenu, si ce n'est vital, en tout cas très très difficilement dispensable dans notre vie de tous les jours. Et puis, on a tendance à sous-estimer les risques que nous prenons parce qu'ils deviennent routiniers. Donc en fait, c'est pas tant une forme de confiance que je pense une forme d'abrutissement du geste, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous reproduisez sans cesse le même geste, et ou bien il faudrait se méfier dès le départ, mais c'est ce qu'on appelle le premier pas qui coûte. Et ensuite il y a cela. Et ensuite, quand on parle de défiance, ce qui peut sembler paradoxal sur des entreprises, des institutions, en réalité c'est très paradoxal. On ne l'a pas encore dit, mais ça mérite d'être souligné. Ça ressemble plutôt à ce que mon collègue Laurent Cordonnier et moi-même appelons des proto-croyances. C'est-à-dire, c'est des dispositions à croire. Ce n'est pas forcément des croyances narratives très précises. On pourrait dire une croyance d'atmosphère, en quelque sorte. Ouais. Il y a une méfiance relative, mais par exemple, quand on prend les enquêtes, les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, vous le savez, hein, et les classes d'âge les plus jeunes encore plus que les autres classes d'âge, mais sur les réseaux sociaux, ils s'informent quand même en lisant plutôt des articles de presse. Alors ça change tout parce qu'ils ne sont pas éditorialisés de la même façon, puisque c'est du coup la demande qui commence à constituer l'offre, donc c'est un vrai problème. Oui. Mais c'est plutôt quand même des articles de presse, et pourtant les mêmes vont vous dire qu'ils n'ont pas confiance dans la presse. C'est très paradoxal, et on a découvert ça pour vous expliquer ce que c'est qu'une proto-croyance, en regardant toutes les enquêtes statistiques sur le conspirationnisme, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, et on a découvert des gens qui disaient, qui pensaient, qui croyaient que la princesse Lady Diana avait été assassinée par le gouvernement et qu'elle était encore vivante. Donc il y a deux interprétations. Ou bien ils sont stupides, mais ce n'est pas mon interprétation. La stupidité, ça existe, mais c'est pas généralement comme ça qu'on explique la crédulité. La crédulité, encore une fois, c'est plutôt une baisse de la vigilance intellectuelle. Et ce qu'on a cru comprendre en regardant d'autres enquêtes, c'est qu'il ne disait pas qu'il croyait ceci ou cela. Il disait qu'il ne serait pas surpris de l'un ou l'autre. Donc il n'avait pas de scénario tout à fait établi, mais il y avait un socle comme ça, une disposition. Et je crois que ce qu'on appelle la méfiance aujourd'hui, et quand les Français répondent à des sondages, ils évoquent plutôt une disposition à se méfier qu'une haine très particulière de chaque ou chaque institution. Merci Maurice Lévy. Vous avez réagi. Oui, en ce qui concerne ChatGPT, OpenAI, on n'est pas conscient de l'exploitation qu'ils font de nos données. C'est-à-dire qu'ils ont un accès quasi illimité à toutes les données, ils ne demandent aucune autorisation, ils s'en servent et ils les triturent dans tous les sens de manière à pouvoir ensuite trouver des suites de mots et en espérant que la probabilité leur permettra de faire de la génération de phrases ou d'autres éléments. Donc, c'est un cas un peu séparé. Mais si on regarde ce qui se passe plutôt du côté de Google, d'Amazon ou de Meta, la situation est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'au point de départ, ça s'est passé de manière tout à fait naturelle. Il y a un service offert, gratuit, et tout le monde s'en est servi sans prêter attention. Et d'ailleurs, personne ne parlait à l'époque de consentement. Et les choses se sont construites au fur et à mesure. Et puis, un beau jour, quelqu'un s'est réveillé et dit « Mais, oh, qu'est-ce qu'ils font de mes données ?»
on savait, on le disait, mais on n'était pas entendu. Qu'est-ce qu'ils font de nos données? Ils les exploitent de manière absolument extraordinaire et extrêmement rentable. Il suffit de voir d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui valent des trillions de dollars, alors que ça n'était arrivé dans l'histoire qu'une fois, avec la société qui s'appelle aujourd'hui Exxon, et qui était donc le fameux groupe Rockefeller qui était propriétaire de la quasi-totalité des champs pétrolifères américains. Mais depuis, on n'a jamais vu des entreprises valoir plus de 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, quand on répond à ce questionnaire et qu'on clique de manière automatique, on n'a aucune conscience de ce que l'on fait et on ne le fait pas bêtement, on le fait tout simplement parce que le service qui est rendu nous paraît supérieur à l'exploitation de la donnée qu'ils vont faire, parce qu'on dit finalement, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme information? C'est très peu de choses. Et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, c'est très, très peu de choses. C'est quasiment rien. Ils vont savoir quels sont les sites que vous avez fréquentés, quelles sont les informations que vous êtes allé chercher, la manière dont vous avez ensuite cliqué et sur quel élément, article ou adresse vous avez cliqué et quel lien vous avez ouvert. Ça va s'arrêter à peu près là. Il se trouve que c'est fait plusieurs fois par jour par des millions de personnes et qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui consultent cet ensemble. Et donc, de ce fait, vous avez à l'arrivée une richesse de données qui leur permettent de faire à peu près tout. Oui. Mais ce n'est pas de la bêtise de la part des gens qui le font. Ce n'est pas non plus complètement de l'inconscience. C'est tout simplement que le service qui est rendu est supérieur à ce que l'on croit être la valeur de nos données. Et moi, avec votre permission, j'ajoute juste une chose. Et Olivier, j'ai essayé de convaincre les présidents de la République qui existent depuis que Google existe, les présidents de la Commission européenne, de faire en sorte que, au lieu du consentement, il y ait non seulement consentement, mais partage de la valeur. La donnée appartient aux individus, le retour sur cette donnée doit revenir aux individus. Bien sûr. Et là, à chaque fois, je me suis bêtement planté, lamentablement, pas bêtement, lamentablement planté, parce que, quel que soit le président de la République à qui j'en ai parlé, quel que soit le président de la Commission, personne n'a voulu entamer ce débat. Et s'il y avait quelque chose à faire à l'échelle européenne, ce n'était pas d'inventer RGPD, c'était de dire la donnée appartient, puisqu'on est soi-disant la vieille Europe avec les droits de l'homme, etc., etc., eh bien la donnée appartient aux individus, le pognon leur appartient aussi. Donc s'il vous plaît, monsieur Google, vous partagez. Maurice. Merci. Maurice Lévy, Maurice Lévy, le communiste à ce moment-là. Maurice a été entendu. Non, mais Maurice, vous avez été entendu, hein, parce qu'il y a déjà des projets de textes qui vont en ce sens. Entendu, je ne sais pas si j'ai été entendu, mais en tous les cas, je sais qu'il y a des projets dans ce sens. Bien sûr. Et je trouve que c'est très important. Olivier ? Moi, je voudrais parler aussi, rebondir sur ce que Gérald et Maurice viennent de dire, sur confiance notamment dans le domaine de la santé et géopolitique. Parce que la réalité, entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, il y a un vrai sujet aujourd'hui de confiance dans la santé pour l'avenir. Il y a des équilibres qui se font entre les élections dans certains pays à venir ou qui viennent de se passer et qui changent la donne dans l'utilisation de la donnée. C'est-à-dire que la confiance dans la donnée va peut-être être remise en cause car elle va être utilisée à des fins de souveraineté sanitaire, à des fins de souveraineté géopolitique.
Et ça, il faut qu'on le mesure aussi. Il ne faut pas en être dupe. Il ne faut pas non plus être conspirationniste. Oui, oui. Mais c'est une réalité géopolitique aujourd'hui. La santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant la priorité de la plupart des citoyens du monde, c'est un enjeu stratégique pour les pays, électoral, ou tout simplement d'espérance de vie et de donner de l'espoir à la population, que ça peut être utilisé sur un plan géopolitique. Et comment créer de la confiance sur les données de santé quand des enjeux de cette nature s'en mêlent? Gros sujet, évidemment. Merci d'avoir suscité cette question. Je prends des questions de la salle. On va vous apporter le micro. En haut, en bas, on doit avoir les micros. Allez-y, pour madame qui lève la main. Et ici, allez-y, approchez, s'il vous plaît, auprès des gens qui lèvent la main. Au petit bonheur, la chance, oui. Allez-y, monsieur. Oui, c'est pas grave. On va prendre le temps. Alors, vous savez quoi? Question courte, réponse courte. Comme ça, il nous reste 17 minutes. Bonjour. Puis, je vous invite à vous lever, madame, s'il vous plaît, si vous le pouvez, bien sûr. Et à vous présenter si vous n'avez rien à vous reprocher. Oui, Delphine Cosra, donc j'ai travaillé dans un cabinet d'études de marché américain, donc merci beaucoup pour vos réponses très riches. Il me semblait qu'il manquait quelque chose dans... Il nous manque 4 heures surtout pour... Les conditions de la confiance. J'ai trouvé que c'était très intéressant cette notion de proximité. Et pour parler politique, puisque ça nous intéresse tous aussi ici, on a vu que souvent la confiance manquait beaucoup plus dans les extrêmes. Et j'ai le souvenir d'un reportage donc, chez des électeurs du RN et chez des gens dans des classes très populaires, où je ne sais plus si c'était les Restos du Cœur, et on demandait aux gens mais pourquoi vous votez RN ou pourquoi Marine Le Pen, etc. Et elle disait mais ils nous prennent, on n'a pas honte d'être ce qu'on est, ils ne nous prennent pas pour des idiots. Et en fait, je trouve que donc, ce qui manque dans tous les éléments que vous avez dit, c'est en fait la considération, c'est-à-dire prendre le sujet dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour faire confiance, il faut aussi avoir le sentiment que la personne à qui vous allez donner votre confiance vous considère. Voilà. Merci pour cette remarque. Quelqu'un veut réagir à cette remarque en quelques mots rapidement? Mais elle a raison. Merci infiniment. Vous voyez pourquoi on fait vraiment nos animations tous les deux? Ça peut aller très vite. Quelqu'un d'autre a le micro. Bonjour madame, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Merci pour tous ces échanges depuis le début. Vous avez beaucoup parlé de sincérité et d'entreprise. Et moi, je me posais la question de, pour une société confiante, dans un monde où on a vu, et en France, les services publics s'écrouler, et dû au manquement, et aux politiques publiques, et au manquement de l'état de sincérité envers la population, comment restaurer la confiance en la politique sans faire reposer notre équilibre social et sociétal sur des entreprises qui ont des intérêts financiers quoi qu'il arrive? Alors, on en a pour 8 heures. Sujet du baccalauréat. Merci, hein, la question est bien. Vous m'avez foutu un bazar énorme, mais c'est bien. Qui peut répondre en 12 mots? Non mais je ne vais pas reformuler votre question, mais c'est vrai qu'on transfère sur nos sociétés énormément de charges qui, normalement, sont des charges d'État. Alors certes, qui sont payées par les impôts que nous payons tous, entreprises ou l'impôt sur le revenu. Mais c'est vrai que nous observons de plus en plus une prise en charge, voilà, d'ordre sociétal, alors, qui est très belle. Toutefois, elle impacte notre compétitivité si on se remet sur un plan mondial. Or, aujourd'hui, ma préoccupation européenne, ma préoccupation française pour une entreprise, et notamment dans le domaine de la santé, c'est que nous ne sommes pas à jeu égal. Nous ne sommes pas à jeu égal. Comment être compétitif sur un plan mondial quand les règles ne sont pas les mêmes, qu'elles concernent l'environnement, qu'elles concernent la taxation et autres? C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui du débat, de celui de la confiance quand même, mais cela doit être expliqué. Et comment recréer la confiance quand on ne connaît pas comment marche un compte de résultats, un bilan d'une entreprise qui s'inscrit dans le temps, en plus sur des cycles longs et pas sur des cycles courts? On est sur des cycles de 10 ans. Oui. Et voyez, mon grand regret, c'est que les enseignements de la crise Covid, on les a reconnus très rapidement. Il y en avait 3. Mais on n'en tient plus compte. La première chose, juste après la crise Covid, tout le monde disait, on reconnaît que l'innovation a une part incertaine. Beaucoup ont cherché, très peu ont trouvé. On a reconnu que
anticiper la disponibilité industrielle, peu de gens y avaient pensé, et seulement très peu aux États-Unis l'avaient prévu pour que le vaccin soit disponible. Oui. Troisième chose, troisième enseignement, les autorités de santé du monde entier, FDA aux États-Unis, EMEA en Europe et même chose dans les pays asiatiques, ont pris des décisions extrêmement rapides. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que des aides à l'innovation ont été reconsidérées? Est-ce que l'on accepte qu'il y a une part d'incertitude dans la recherche? Toujours pas. Est-ce qu'on bâtit un outil industriel pour éviter des shortages avec anticipation des pandémies à venir? Oui, on va vous parler de l'ERA européenne versus le BARDA américain. La réalité est loin d'être ce que l'on raconte, notamment dans la presse. Troisième chose, est-ce que l'accès est rendu plus rapide tout en étant de qualité? Oui. Aujourd'hui, il n'est pas plus rapide. On ne tire pas les enseignements de cette crise comme on devrait les tirer. Comment recréer de la confiance quand on ne tire pas les enseignements d'une crise qui a été mondiale? Merci Olivier pour ce regard. Merci pour la question. Vous avez le micro? J'ai le micro. Bonjour. Qui d'autre? Qui d'autre? Vous ne voulez pas me donner la parole? Si, mais levez-vous. Si vous ne vous levez pas, je ne vous vois pas. Ah. Bonjour madame. Bonjour. Si vous pouvez vous lever, pardon. Je ne veux pas refaire un téléthon bis. Alors, je ne sais plus quel chanteur avait fait ça. Bonjour madame. Pardon, bonjour. Vous souhaitez vous présenter peut-être? Oui, je suis Nicole Degbeau, j'ai une fabrique de gouvernance stratégique et humaine et j'accompagne les transformations pour relier l'économie à l'humain. Donc tous ces sujets-là sont mes sujets. Et en fait, on pourrait imaginer que la confiance finalement est un sujet un peu de luxe, un peu comme ça, existentiel. Et pour autant, quand on regarde aux quatre coins du monde, cette question de la confiance fracture toutes les sociétés. Que ce soit en Chine, alors il y en a certains qui s'en vont, il y en a certains qui se suicident, il y en a certains qui se révoltent. Donc après, on a les moyens qu'on peut pour se révolter. C'est bien parti, hein, la question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte... oui, la question directe, ça m'a plombé déjà. Mais j'y arrivais. Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, d'aborder la question de la confiance comme un sujet systémique à l'intérieur d'un cadran? Parce que finalement, quand on regarde la question du capitalisme, ça fait plus de 10 ans, ça doit faire 15 ans qu'on parle de capitalisme responsable. Et les progrès sont lents. Et pour certains même, ils n'existent pas. Et donc du coup, l'adhésion au capital moral des entreprises et des institutions s'effondre. Et parallèlement, et puis on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, on est dans une forme d'ère du discrédit. Et on peut lier ça à la question de la représentativité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous connais, donc vous êtes intelligent, etc., vous avez l'expérience, mais néanmoins... Les trois, oui. Non, mais néanmoins, je pourrais me dire, je ne me sens pas représentée, il n'y a pas de femmes, il n'y a personne issu de la diversité, pourquoi je devrais considérer que vous parlez du même endroit que moi? Et je pense que tous ces sujets-là, en réalité, sont liés et font que restaurer la confiance va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. Merci pour votre question et votre regard. Qui peut répondre? Gérald, vous savez répondre à ce sujet passionnant? Non, pas vraiment. La question me semble pas pouvoir être éclairée comme ça en quelques instants, mais ce que pour essayer quand même d'aller dans votre sens, la confiance ne se décrète pas, ça a été dit, mais je pense aussi en partie une conséquence, la confiance. Donc en fait, elle découle de quelque chose qui nous manque, de beaucoup de choses, mais en l'occurrence, probablement d'un récit. Ce qui s'est beaucoup abîmé au cours du XXe siècle et aujourd'hui, c'est les grands récits collectifs pour regarder l'avenir, en fait. Parce que pour innover, c'est un pari, à un moment donné, sur l'avenir. Et quand vous regardez, là aussi, excusez-moi, je suis sociologue, hein, les études qui sont faites, j'ai été frappé très récemment. Vous avez vu que depuis, c'est à peu près 2010, je crois, les gens, et ça c'est quand même une première, pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et ça, c'est une expression, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une croyance en fait, mais cette croyance, c'est jamais, on ne sait rien du futur. En fait, la peur du futur dit tout du présent. Elle dit rien du futur à proprement parler, sauf que parfois, ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Voilà. Et en l'occurrence, j'ai été aussi frappé du fait que les gens ne veulent plus vivre dans l'avenir. Quand on leur demande, vous préférez vivre quand? Dans le futur, dans le présent, dans le passé, ils préfèrent vivre dans le passé. Et ça, c'est au niveau mondial, sur 60 pays. Donc vous avez raison, c'est quelque chose qui traverse tout cela. On avait finalement comme grande structure de représentation temporelle tout simplement le progrès. C'est-à-dire l'idée que demain serait supérieur à aujourd'hui. Supérieur selon les variables qui vous intéressent vous, hein, d'un point de vue moral, d'un point de vue technologique, du point de vue de l'espérance de vie, peu importe l'alimentation, enfin de pas mal de critères qu'on pourrait définir, qu'il faudrait définir.
Mais il se trouve que j'ai regardé, c'est à la suite des conseils de mon ami Étienne Klein, qui je crois est ici quelque part dans un des amphithéâtres. Je le reçois tout à l'heure. On avait une conversation et il me disait, j'ai l'impression que le terme d'innovation se substitue à celui de progrès, en fait. Parce qu'il n'entendait aucun homme politique prononcer le terme progrès, mais innovation sans cesse. Alors je suis allé regarder. J'ai utilisé des outils pour fouiller tous les livres numérisés, si vous voulez, au niveau mondial. Et en effet, à partir des années 60-70, il y a une décroissance de l'usage du terme de progrès. Et par contre, de façon inversement corrélée, on a une augmentation du terme d'innovation. Et moi, je suis membre de l'Académie des technologies, donc je suis plutôt, si j'ai bien sûr plein d'a priori et des biais idéologiques comme tout le monde, mais je suis plutôt pro-technique, on va dire. La technologie, ça me fait rêver. Je fais partie de ces gens que ça fait encore un peu rêver. Mais il n'empêche que l'innovation ne raconte pas d'histoire. Le progrès raconte une histoire. Et je crois, qui est très frappant dans la situation actuelle, mais ça ne se décrète pas non plus, c'est un récit collectif qui soit autre chose qu'une dystopie future qu'on nous promet. Quand vous regardez la plupart des fictions, aujourd'hui, qui se passent dans le futur, je ne vois que des dystopies. Et si vous regardez ce que racontent ces dystopies, ce sont donc des sociétés extrêmement oppressantes et qui le sont en général à cause de l'inconséquence technologique des êtres humains. Une technologie qui leur échappe, l'intelligence artificielle, un virus qui s'échapperait et qui provoquerait des apocalypses zombies, etc. Vous pouvez regarder toutes ces déclinaisons, elles disent beaucoup des craintes du présent. Mais par contre, je ne sais pas comment inventer un récit collectif. Je constate que nous n'en avons plus guère. Merci en tout cas pour ce sujet philosophique combien passionnant. J'ai une dernière question. C'est vous qui avez le micro, ce sera la dernière question, parce que le temps nous est compté. Bonjour. Bonjour. Alors, non, c'est la dernière question de madame, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, je vous en prie. J'ai lu donc dans Le Point là, sur la Cité de la Réussite que tout le monde a, Antoine Compagnon, donc académicien et professeur émérite au Collège de France, qui dit, je cite, « Quand il faut imposer sa version des choses, virgule, celui qui maîtrise le narratif, entre guillemets, emporte la partie. Point. » Et j'aurais aimé avoir votre prisme à tous les trois sur cette citation. Et après, si j'avais... on m'entend ? Ouais. Oui. Et sinon, j'avais 2 commentaires, un pour Maurice Lévy et un pour Olivier Laureau par rapport à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, mais si j'ai pas le temps... Je vous confirme. Ok. Eh ben... Mais c'était très correct de poser la question et de prendre le risque que je vous dise non. Merci beaucoup, madame. Question rapide, réponse rapide, pardon, sur le narratif, avant de vous demander à chacun un mot de conclusion. Et merci de votre patience. Je vais être très concret. Pour éviter la citation que vous venez de citer, moi, je fais en sorte qu'il y ait toujours un modérateur dans toutes nos réunions. Et il a pour objet d'éviter que ce soit celui qui est le plus parlé, le plus fort, qui entraîne la décision. Et ça, je pense qu'il faut le faire à partir du moment où il y a un groupe, qu'il y ait un modérateur, qui soit là pour éviter ce genre de décision. Maurice Lévy, si vous voulez répondre sur la question du narratif. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de publicité ou de communication politique. C'est la vraie raison. C'est que nous construisons le narratif et nous ne voulons pas construire un narratif à la place d'un homme politique. Donc nous construisons des narratifs pour les entreprises parce qu'elles ont un but qui est clairement énoncé, qui est d'une grande clarté et d'une grande transparence, et qu'il s'agit de vendre un produit ou un service ou une image, et la notion de vente est quelque chose de parfaitement énoncé. Ce n'est pas quelque chose qui est déguisé ou caché. C'est un contrat très clair entre l'entreprise, ses clients, ses consommateurs. C'est pas moi qui passe la parole, mais je crois que la parole appartient à... Oui, le dernier mot, juste. Vous vouliez rajouter un mot sur le narratif avant de demander la conclusion, puisque le temps nous est compté, il y a d'autres débats. Vous vouliez répondre Oui, très rapidement, mais pour aller dans... Parce qu'on a des données, il y a des expérimentations qui ont été faites. C'est un peu désespérant, mais en fait, une narration bien menée est plus convaincante que toutes les statistiques du monde. Donc le rationaliste en moi est blessé de cela. Donc notre collègue compagnon a sans doute un peu raison, même si ce n'est pas les seules variables qui sont impliquées. C'est un peu compliqué. Merci. Alors, le temps est compté, vous l'avez tous remarqué, on aurait pu rester 4 heures, on n'en aurait même pas terminé, mais juste, je voudrais vous demander un petit mot de conclusion avec lequel vous voulez que l'on reparte. On parle de confiance, peut-être la confiance que vous avez donnée à la Cité de la Réussite, la confiance que vous donnez au public qui est là, il vous l'a bien rendu évidemment. Quel est le mot avec lequel vous souhaitez que l'on reparte, messieurs? Maurice? Confiance. Il l'a piqué aux autres. Olivier?
mobiliser le meilleur de soi pour recevoir le meilleur des autres. Juste évidemment. Gérald? J'emprunterai ce terme qui a été utilisé tout à l'heure. Je pense que la sagesse de l'incertitude est probablement la voie la plus sûre pour renouer la confiance. Voilà. Accepter que le monde est incertain et prendre des risques. Et l'éducation à l'esprit critique, on vous suivra à la Sorbonne. Ils étaient vos invités cet après-midi. Merci à tous les trois, bravo. Et vous ne manquerez pas de remercier aussi toutes les belles équipes de la Cité qui nous offrent un week-end de dingue. Merci à la Cité, merci aux équipes techniques aussi qui nous accompagnent, merci aux équipes plateau. Et merci pour le plaisir que j'ai de vous accompagner. Repartez souriants et surtout ne soyez pas sages, hein, ça sert à rien. Bel après-midi.